Merci d'être avec nous. On va évoquer, bien sûr, la situation de Mayotte qui fait face à une tempête tropicale. Bonsoir Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur la situation sur place à Mayotte ? Mayotte a fait face, vous l'avez dit, à une tempête tropicale intense. On est passé de cyclone à tempête tropicale, mais c'est un phénomène particulièrement difficile, erratique, déstructuré. Et pour dire clairement les choses, Mayotte en a pris plein la gueule. Je reprends l'expression que me disait il y a un instant au téléphone le préfet sur place, qui est très mobilisé avec toutes ses équipes, parce que je veux que nos compatriotes, nos concitoyens, ceux qui nous regardent, se rendent bien compte qu'après avoir été impactés par un cyclone qui a provoqué la plus grande catastrophe naturelle, pas seulement de Mayotte, mais de notre pays depuis la dernière guerre mondiale, aujourd'hui sur un terrain déjà très friable, très exposé, avec des Mahorais qui sont à la fois très courageux, mais très très fatigués. La peur s'est emparée évidemment ces dernières heures de la population. L'impact a été violent. Des inondations, une route coupée, des espaces inondés, et on craint toujours, bien évidemment, des risques, les coulées de boue, les submersions maritimes. Donc, jusqu'à demain matin, beaucoup de vigilance, protection des populations, et donc l'alerte rouge qui confine les populations chez elles va rester en vigueur. On verra demain avec un point météo, et le préfet prendra cette décision, quelle sera la suite. Pour l'instant, est-ce qu'on a un bilan humain de cette tempête sur place tropicale ? Il y a sans doute quelques blessés, on ne déplore pas. Au moment où je vous parle, je reste prudent de victimes. Il y a une très grande mobilisation, il y a plus de pratiquement 800 hommes et femmes de personnel de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile, avec des équipes médicales qui étaient mobilisées sur l'ensemble du territoire, avec toujours la même idée. Parfois, c'est difficile, bien évidemment, arriver au dernier kilomètre, au dernier mètre, pour voir ce qui se passe dans une commune, dans un village. Tout cela se fait aussi en grande coopération avec les 17 communes, avec les maires. J'ai eu le président des maires aussi de Mayotte, avec le conseil départemental. J'ai parlé avec son président cet après-midi, parce que c'est important que l'État et les communes, les élus, travaillent ensemble pour venir au secours de la population. Je rajoute d'ailleurs qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui ont été mises à l'abri, 15 000 dans des écoles et des gymnases, et 5 000 sans doute dans les mosquées, puisqu'elles ont ouvert leurs portes. La religion musulmane, un islam très ouvert, très fraternel, sur place à Mayotte, a permis d'accueillir aussi des personnes. Alors justement, on va aller sur place à Mayotte, retrouver notre envoyé spécial qui est présent. Antoine Forestier, bonsoir. Vous êtes présent sur place avec Sonia Reynaud. L'alerte rouge a donc été prolongée jusqu'à demain. Oui, ce qui pourra surprendre les habitants, d'ailleurs, au quartier de Mamoudzou, là où nous nous trouvons à Cavigny, il y a actuellement du monde dans les rues, alors que c'est du coup encore interdit de sortir de son domicile. On est censé rester confiné à cette période parce qu'il y a donc cette accalmie. Il n'y a plus de pluie désormais ici dans le nord de l'île. On ressent un léger vent, mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître en début de journée. Mais le préfet le disait tout à l'heure, il est possible qu'il y ait de nouveau du vent fort avec des rafales à 80 km/h demain, de nouveau des pluies, même si ce système dépressionnaire est en train de s'éloigner de Mayotte. Et comme c'est un territoire qui a été fragilisé par le cyclone Chido il y a maintenant un mois, par cette tempête tropicale qui est passée ce week-end, eh bien il ne veut prendre aucun risque, parce que c'est vrai qu'à notre arrivée ici à Mamoudzou, on a bien vu de nombreuses maisons, de nombreux appartements avec des toits encore fissurés, avec des tôles encore arrachées qui ont été rafistolées avec des bâches avant que cette tempête n'arrive, et forcément s'il y a de nouvelles pluies, cela pourrait occasionner des dégâts. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment le bilan humain il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de victimes à proprement parler, nous disait le préfet tout à l'heure. On est également allé voir les pompiers de Mamoudzou qui n'avaient pas d'intervention particulière à signaler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cette tempête tropicale était beaucoup moins forte que ce que l'on a pu connaître il y a un mois ici. C'est principalement le sud de l'île qui a été touché. On s'en est rendu compte à Mbouani tout à l'heure, une commune qui avait, elle, été épargnée lors du passage du cyclone il y a un mois. Il y a eu des inondations, des submersions marines, un pont également piéton qui s'est effondré. Les habitants, d'ailleurs, sont sortis à ce moment-là, et certains ont même utilisé leur pirogue dans la rue parce qu'il y avait
quasiment 1 mètre d'eau à cet endroit-là. Voilà ce qu'on a pu constater ici au niveau de Mayotte en termes de dégâts. Dans le nord principalement, la journée a été plutôt calme, du vent, de la pluie, mais rien à voir avec ce que l'on a pu vivre il y a un mois à Mayotte. Mayotte qui reste donc en alerte rouge ce soir. Demain également, une bonne partie de la journée, il faut rester confiné chez soi. La circulation reste interdite et surtout l'activité économique reste à l'arrêt. Les entreprises, les restaurants, les bars, tout est encore fermé pour une journée supplémentaire. Les supermarchés également. Et puis l'aéroport, il reste fermé sur Petite Terre. Pas de vol prévu pour le moment jusqu'à la levée de cette alerte. Antoine Forestier, envoyé spécial BFM TV avec Sonia Reynaud depuis Mayotte. Merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, le texte spécial, justement, la loi spéciale pour Mayotte va arriver demain en commission à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que vous vouliez relever Mayotte. C'est quoi votre méthode? Concrètement, il y a quoi dans ce texte? Il y a surtout ce premier texte qui est préparé déjà depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines après le cyclone, vise à écraser toutes les procédures, toutes les règles pour aller beaucoup plus vite dans l'aide aux communes, au monde économique, au monde agricole. C'est un peu la méthode Notre-Dame, si j'ose dire. Exactement, c'est l'idée au fond, on reprend ce qui avait été mis en œuvre pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc ça, c'est un premier élément pour venir en aide donc à tous les acteurs économiques, pour aider les communes, notamment dans la rénovation des écoles, pour faciliter aussi l'activité économique, notamment pour les marchés de demain. Il faut que les entreprises mahoraises, à condition conforme aussi évidemment, sur place, puissent répondre à cette attente économique de reconstruction. Et il y a aussi la création d'un établissement public, est très important parce que ça va être le bras armé pour reconstruire demain Mayotte. Il y aura une deuxième loi que je présenterai dans quelques semaines pour là répondre aux questions de sécurité, d'immigration, de développement économique et d'éducation, sur lequel aussi il faut travailler parce que c'est tout à fait essentiel. Voilà, c'est de conjuguer l'urgence, l'eau, l'électricité, la distribution alimentaire, la préparation de la rentrée scolaire, évacuer les déchets parce que ça représente un risque d'épidémie, et de l'autre côté déjà commencer à relever l'île. Et puis la question évidemment centrale, enfin si vous voulez, il y a deux sujets centraux qui représentent un véritable fléau pour Mayotte, qui d'une certaine manière la détruisent progressivement, et si on ne les traite pas, tout ce qu'on va faire ne servirait pas à grand-chose. C'est l'immigration irrégulière et c'est l'habitat illégal, c'est-à-dire les bidonvilles. Et ça, c'est les deux sujets qu'il faut traiter au fond, parce que c'est ce qu'attendent les Mahorais. Sur cette question de l'immigration, lors de son déplacement, le Premier ministre François Bayrou a jugé, je cite, que la question du droit du sol est une question qu'on devait se poser. Est-ce que vous êtes pour la suppression du droit du sol à Mayotte? Et supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est une réforme constitutionnelle. Et donc, moi, je m'en tiens à ce qu'on a écrit il y a une semaine avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur. C'est déjà restreindre. Ça a déjà été le cas, hein, ça a été fait il n'y a pas si longtemps, quand Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur, si j'ai bonne mémoire. C'est restreindre l'accès au droit du sol. On peut aller plus loin dans ce domaine-là. Il faut agir aussi sur les faux certificats de paternité. Il faut agir aussi pour empêcher de nouveaux migrants d'arriver. Je vous rappelle que le cyclone a détruit 3 des radars sur 4, une partie des installations qui permettent cette surveillance. Tout cela est en train d'être reconstitué. La restreinte sur quelle durée? Par exemple, les députés LR souhaitent que ça soit conditionné au fait que les parents résident donc sur Mayotte de façon, je cite, régulière et ininterrompu depuis au moins 1 an. Oui, et là, c'était 3 mois. Absolument. On va regarder si on peut aller jusqu'à 1 an. Je crois que la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, a dit ce matin qu'elle était plutôt favorable à cette idée. Donc, sans un grand soir constitutionnel... 1 an, pourquoi pas? On peut, oui, mais c'est le débat qu'on va avoir. Il y a aujourd'hui la loi que je présente demain. Il y a cette proposition de loi des Républicains dans quelques semaines. Et ensuite, il y a de nouveau le texte de refondation Mayotte debout, pour reprendre l'expression qui était celle sur place du Premier ministre François Bayrou. Il faut agir sans tabou, et j'espère avec le consensus le plus général. Mais ce que je veux dire à tout le monde, à tous les parlementaires comme aux Français, c'est que les Mahorais qui aiment la France, qui considèrent que la France est la liberté, souhaitent vraiment qu'on agisse concrètement, rapidement, ce qui nous oblige aussi à revoir nos relations avec les Comores sur le dossier de l'immigration et sur le dossier de l'habitat illégal. Tout cela ronge profondément l'île, ça provoque de la violence, des conflits. Si on ne règle pas ces sujets, je le répète, on ne pourra pas régler... Une des vraies questions, c'est de savoir exactement et aussi quelle est la population de Mayotte. Manuel Valls, il y a quelques jours, vous évoquiez le fait qu'elle était sans doute plus proche des 500 000 habitants en raison de l'immigration que des 321 000
officiellement justement décrit. Le patron de l'INSEE vous répond aujourd'hui et juge, je cite, « indécent de voir le travail de l'Institut dénigré ». Qu'est-ce que vous lui dites ce soir ? Non mais moi je comprends parfaitement l'INSEE à qui on a précisément demandé un travail de fond avec les maires pour recenser la population. Et il faudra aller, je l'espère, relativement vite. Et moi je respecte l'INSEE. Je connais bien Mayotte, j'y suis déjà allé plusieurs fois, et je constate tout simplement qu'il y a 350 000 habitants, et il y a des dizaines de milliers de migrants illégaux, irréguliers, donc ça veut dire que la population est plus nombreuse. Quand aura lieu ce recensement ? Ça, il faut demander à l'INSEE, qui est soucieuse de son indépendance. Pour l'instant, ils jugent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire en l'état. Aujourd'hui, dans la situation Mayotte, j'imagine que c'est difficile, mais enfin, il faut y aller. Par exemple, le général Facon, qui va être le préfigurateur de cet établissement public dont je viens de vous parler, va arriver dans les prochains jours sur Mayotte. Il faut aller sur Mayotte, il faut faire ce travail, et c'est tout à fait essentiel pour aider financièrement Mayotte, qui a été sous-investi au cours de ces dernières années, et parce que tout simplement, la population immigrée illégale fait exploser, par exemple, nos écoles. Donc, moi, j'attends la vérité des chiffres, sans remettre en cause le travail de l'INSEE, on verra bien. Je pense que les chiffres que j'ai avancés ne sont pas très loin de la réalité, mais laissons l'INSEE travailler. La rentrée scolaire sera possible ? Ça va être difficile. On verra les dégâts, notamment dans le sud, de cette tempête tropicale intense que nous venons de subir à Mayotte. Tout doit être fait pour que le 20, une partie des écoles, 70% des écoles, des collèges et des lycées peuvent ouvrir, mais à condition qu'il y ait le matériel scolaire, qu'il y ait le matériel pédagogique, que les enseignants, évidemment, soient là. Je pense qu'on pourra le faire. On verra. Mais le 20 est l'objectif que nous nous sommes donnés, parce qu'il faut que les enfants puissent reprendre plus ou moins une vie normale, même si ça ne sera pas, nous le savons, une rentrée comme les autres. En tout cas, je suis mobilisé, tout le gouvernement est mobilisé pour qu'on n'oublie jamais, malgré l'actualité, ce territoire français, et je m'y rendrai dans une quinzaine de jours pour refaire le point avec tout le monde sur le terrain. Manuel Valls, vous faites partie d'un gouvernement dont le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale dans 2 jours. On sait qu'il y a des discussions actuellement sur la réforme des retraites, discussion avec la gauche, qui est un gouvernement qui essaie de séduire une partie de la gauche ce soir. C'est la droite aussi qui met en garde le gouvernement en disant « Attention, vous allez peut-être nous perdre si vous dealez trop avec la gauche ». Ce matin, nous recevions Olivier Faure. Il estime que pour l'instant, je cite, le compte n'y est pas. Et quand l'État, il voterait la censure contre le gouvernement Bayrou auquel vous appartenez. Qu'est-ce que vous dites à vos anciens camarades du Parti socialiste ? Moi, je trouve qu'il y a une discussion, même des négociations qui sont engagées par le gouvernement, notamment avec le ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard. Moi, je me réjouis qu'il y ait ce dialogue. Attendons, au-delà des postures et des déclarations, mais attendons la déclaration de politique générale du Premier ministre mardi, le travail qui est en train d'être fait sur le budget. Et moi, j'ai bon espoir. Je pense que l'esprit de responsabilité doit s'imposer. La France ne peut pas ne pas avoir de budget. Je le vois pour mon propre secteur, pour la reconstruction de Mayotte, mais pour les enjeux évidemment financiers, budgétaires, économiques qui sont majeurs. Donc moi, j'ai plutôt confiance dans la capacité des groupes, sans doute pas tous. Tous ne... Vous avez confiance en Olivier Faure ? Mais moi, j'ai confiance dans la responsabilité des socialistes, oui, y compris de son premier secrétaire, dans cette volonté d'aboutir à un accord. Après, il faut que chacun se mette d'accord sur les dossiers du budget comme sur les retraites. Mais je crois que c'est possible. Et je ne suis pas dans ces négociations. Vous avez compris que je suis pris par Mayotte, par la Nouvelle-Calédonie, par la vie chère sur l'ensemble des territoires ultramarins. Mais j'espère que cette stabilité, je crois que les acteurs économiques, mais aussi les Français l'attendent, cette stabilité s'imposera. Vous êtes favorable au fait de revenir sur le départ à la retraite à 64 ans ? Vous savez, j'étais Premier ministre, donc je sais comment ça marche. C'est-à-dire que maintenant, je suis ministre et j'attends de voir, et notamment comment le chef du gouvernement va s'exprimer sur ce sujet. Vous savez, un ministre, il doit être dans son couloir, il doit faire son travail et être extrêmement responsable. À l'automne, vous disiez que c'était compliqué de revenir sur cette réforme des retraites. Mais on le sait bien, y compris pour des raisons financières ou en comparaison avec les autres pays. Mais il y a beaucoup de marge encore dans ce qu'on peut faire pour améliorer les carrières hachées, notamment des femmes, les questions de pénibilité, les questions financières. Et il y a quelque chose que le Premier ministre a dit qui me paraît très important, sur lequel je crois tout le monde peut être d'accord, c'est qu'il faut que les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, retrouvent pleinement leur espace. Ils ont signé un texte il y a quelques semaines, hormis la CGT, qui va dans ce sens,
les partenaires sociaux attendent de la stabilité. C'est essentiel pour l'activité économique. On est autour d'1% de croissance, plus, un peu moins. On a besoin de retrouver de l'activité, de la croissance. Sinon, le thème du chômage, qui n'est plus depuis quelques temps dans le débat, risquerait de revenir. Donc j'ai plutôt confiance. Améliorer, oui, pas forcément revenir sur les 64 ans. Je veux pas faire un titre, je veux pas faire une dépêche, je suis prudent tout simplement parce que mon rôle et notre rôle au gouvernement, c'est de faciliter la tâche de ceux qui aujourd'hui discutent et pas de la rendre plus difficile. Quand vous voyez que cette gauche qui vient discuter avec le gouvernement est taclée et qualifiée, je cite, de ridicule et servile par Jean-Luc Mélenchon, ça vous inspire quoi ? Je pense qu'il y a une forme d'affaissement du débat public à travers l'insulte, le bruit, la fureur en permanence, alors que des formations politiques, des groupes, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, cherchent de trouver un chemin qui est celui de la responsabilité, qui est de l'équilibre, de l'apaisement pour notre pays. J'ai déjà théorisé, moi, qu'il y avait dans le passé, et je pense que les faits m'ont donné plutôt raison, des gauches irréconciliables. En tout cas, il y a une gauche qui est responsable et qui veut gouverner. Pour vous, elles sont toujours c'est la mienne. Pour vous, elles sont toujours irréconciliables, ces deux gauches ? Sur des sujets essentiels, notamment sur les valeurs, pas uniquement sur les questions économiques et sociales, mais sur les valeurs républicaines, sur la défense de la laïcité, sur la lutte contre l'antisémitisme, oui, je crois. Enfin bon, ça me paraît clair. Mais vous savez, on est dans un moment où tous les républicains, tous, moi je fais pas, je n'exclus personne, qui veulent le bien de la France, puissent se retrouver. J'espère que cela va s'imposer dans les prochaines heures. Alors on voit qu'il y en a ceux à gauche qui discutent, mais que ça tire un petit peu à droite. Ce soir, Laurent Wauquiez met en garde le gouvernement dans les colonnes du Parisien. La France est au bord de la ruine, suspendre la réforme sans scénario alternatif revient à sauter dans le vide sans parachute. Je ne voterai pas un budget avec de nouvelles hausses d'impôts. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre ceux de droite qui sont au gouvernement à vouloir négocier avec la gauche ? Non, mais la ligne de crête est difficile. Chacun sait qu'il y a une situation financière difficile, déficit, dette, bien évidemment. Il y a une pression aussi sur les taux d'intérêt, nous le voyons bien. Mais donc, personne n'imagine qu'on puisse revenir en arrière, ne pas avoir une réforme des retraites et ne pas tenir compte des comptes publics et sociaux. C'est ce que dit Gérard Larcher aussi. Ouais, on trouvera le chemin. Moi, je pense qu'il est possible. Attendons le discours du Premier ministre qui a de l'expérience. Et puis, ça discute, ça dialogue. Il est normal que chacun s'exprime. Mais on est dans une situation totalement inédite. D'une certaine manière, je la découvre, moi. Bon, moi, j'ai eu des frondeurs quand j'étais Premier ministre. Enfin, on pouvait gouverner. Là, c'est une situation depuis la dissolution qui est totalement inédite. Et donc, chacun doit apprendre, au fond, c'est cette méthode, à s'entendre. Et s'il y a une discussion, chacun devra faire un pas vers l'autre et trouver les bases du compromis. Le ministre de l'économie a reçu, sauf LFI qui n'a pas voulu se rendre à ces rendez-vous, a reçu tous les groupes, du RN jusqu'aux écologistes, en passant par les socialistes, les groupes de ce qu'on appelle le socle commun, ceux qui soutiennent le gouvernement. Ça me paraît une bonne chose, c'est nécessaire. Mais faut pas perdre, vous avez raison, les objectifs d'équilibre financier, de situation de stabilité. Encore une fois, je pense que c'est possible parce que les Français nous le demandent. Manuel Valls, les tensions entre la France et l'Algérie sont encore remontées d'un cran ces derniers jours. On a appris aujourd'hui que la détention de l'influenceur Doualem, qui avait été renvoyé en Algérie et immédiatement renvoyé par l'Algérie en France, a été prolongée de 26 jours en centre de rétention administratif. Hier, c'est l'Algérie qui, par voie de communiqué, a ciblé les membres de votre gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'accusant entre lignes d'être un héros patenté de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il faut répondre au gouvernement algérien ? Que cette rhétorique, ces insultes, et puis toujours avec cette idée d'utilisation d'une espèce de rente mémorielle, qui est l'apanage de ce pouvoir en Algérie, ne mène à rien. Ne mène à rien. Il y a, c'est un pays, moi, que j'aime, l'Algérie, que je connais. Il y a des millions de franco-algériens qui regardent, j'imagine, tout ça avec beaucoup d'inquiétude. Nous avons aussi des relations économiques importantes avec l'Algérie, des relations qui concernent les questions de sécurité et de renseignement, bien évidemment, pour lutter contre le terrorisme. Donc, d'une certaine manière, ça suffit, cela. Et il faut dire au pouvoir algérien, pas aux Algériens, au pouvoir algérien, que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas
On peut pas incarcérer un intellectuel franco-algérien parce qu'il fait tout simplement montre de sa liberté d'esprit, de conscience. Il est incarcéré parce que il est pris en otage dans une tension entre la France et l'Algérie. Regardez ces influenceurs entre guillemets, sans doute manipulés, comment ils ont mis en cause. Vous félicitez qu'il soit maintenu en détention. La France. Non, mais ça c'est pas à moi de le dire, ça c'est à la justice de le dire. Et puis ceux qui doivent être renvoyés en Algérie doivent l'être. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Moi, je fais attention là encore une fois, mais parce que cette escalade verbale, elle est totalement inutile et le gouvernement algérien y participe. Mais en tout cas, je crois qu'il faudra remettre à plat une grande partie de ces relations avec l'Algérie. Ça veut dire remettre en cause et dénoncer le fameux accord franco-algérien de 1968 qui donne un certain nombre de facilités aux citoyens algériens, oui ou non? Je m'étais exprimé dans ce Absolument. sens par le passé quand j'étais pas au gouvernement. D'autres l'ont fait, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau. Laissons aussi au président de la République, c'est sa mission, pouvoir s'exprimer sur ces dossiers. Mais en tout état de cause, avec ce qui se passe avec Boualem Sansal, cette escalade verbale, ces menaces, la fermeté dans le ton et dans les actes va s'imposer. Et je pense que c'est l'Algérie qui a le plus à perdre là, dans cette affaire. Donc attention, c'est une relation historique et il y a là des millions de personnes qui sont inquiètes. Mais la fermeté et la remise à plat de ces relations, oui, je pense que c'est inévitable. Votre collègue Gérald Darmanin dit qu'il faut agir notamment sur les passeports diplomatiques. C'est une bonne solution? C'est une piste possible? Je suis ministre des Outre-mer, il est ministre de la Justice, donc j'imagine que ceux qui ont en charge ça vont pouvoir très vite s'exprimer. En tout cas, il y a quand même une volonté de montrer que la France tient. Le ministre des Affaires étrangères, votre collègue, dit qu'il faudra répondre à cette, je cite, posture d'escalade en posant des mesures de rétorsion sur les visas, sur l'aide au développement. C'est une vraie piste quand même. Et c'est pour ça que le pouvoir algérien a beaucoup à perdre dans cette affaire. Ce qui me désole, moi, c'est que nos amis algériens, les franco-algériens aussi, peuvent également subir les conséquences de tout cela. Mais il était inacceptable que le pouvoir algérien, ce pouvoir cherche cette escalade. Quels sont les objectifs? À quel dessein? Sinon pour des raisons de politique intérieure. Donc faut, oui, une réponse très forte, qui sera toujours forcément mesurée. Nous sommes la France, on ne peut pas avoir peur de ce type de discours, mais il faut être très clair, parce que là, on a franchi un pas qui m'inquiète. Pour vous, c'est une humiliation que souhaite nous faire subir l'Algérie? Je sais que ce mot a été utilisé par Bruno Retailleau, et d'une certaine manière, je peux le comprendre, mais la France, elle n'est pas humiliée. Nous sommes un grand pays, un pays de la Méditerranée, comme l'Algérie, avec des relations humaines, économiques, culturelles, je le disais, qui sont importantes, parce que nous sommes un grand pays européen, membre permanent du Conseil de sécurité. Nous aurons à répondre. Le président de la République l'a déjà fait devant les ambassadeurs l'autre jour, avec la fermeté nécessaire et sans rentrer dans une escalade qui n'aurait pas de sens. Il ne faut pas aller jusqu'à rompre les relations diplomatiques. Ça n'aurait aucun sens, mais là, on est en train de rentrer dans un débat d'un autre type. Mais il faut répondre fermement, comme on le fait avec un pays ami, encore en rappelant que ceux qui ont le plus à perdre, c'est le pouvoir algérien, ce sont les Algériens. Merci beaucoup, Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. On a évoqué effectivement cette question de Mayotte qui est donc plus important, oui, en alerte rouge encore jusqu'à demain au minimum en raison de cette alerte cyclonique. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Manuel Valls.